Alors, chers passionnés de l'IT, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Alors, donc, nous allons introduire un nouveau domaine qu'on appelle investigation numérique. Durant cette introduction, nous allons donc voir comment analyser donc la mémoire RAM d'une machine infectée. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Parlons donc de moi, je suis Bob Biene Akwala, hacker éthique et spécialiste forensique. Je suis de nationalité congolaise. Objectif de la formation, nous allons donc introduire l'investigation numérique, ensuite identifier donc les processus dans une RAM d'une machine infectée. Parlons donc de l'investigation numérique qu'on appelle généralement le digital forensique. Qu'est-ce que c'est? En fait, le forensique, c'est l'art de collecter, d'analyser les preuves numériques après incident. C'est-à-dire, lorsque lorsqu'il y a une attaque informatique, l'investigateur numérique est une personne qui a des compétences nécessaires afin de pouvoir retracer toutes les actions malveillantes réalisées par les attaquants lors d'une cyberattaque. Il peut donc identifier quelles sont donc les vulnérabilités qui ont été exploitées pour compromettre un système, un réseau, et puis j'en passe. Dans l'objectif donc de faire des recommandations pour ne pas que la même faille qui a été exploitée puisse être à nouveau exploitée dans une entreprise. Alors, il existe également plusieurs types de forensique. Il y a donc le forensique de la RAM, du disque dur, réseau, mobile et du cloud. Le rôle de l'investigateur, c'est donc de remédier aux attaques informatiques en procédant à l'identification des indicateurs de compromission laissés par les attaquants, de déterminer les failles qui ont été exploitées, comme j'ai dit en amont, et également de formuler donc des recommandations pour améliorer donc la sécurité de l'entreprise. Il faudra savoir maintenant que lorsqu'on travaille dans le domaine de l'investigation numérique, il faut une méthodologie et tu dois être rigoureux en tant qu'investigateur numérique. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque nous travaillons, nous allons travailler dans des environnements sous pression. Il y a une attaque, on te met dans le travail. Et ce que toi, tu dois faire, c'est que aussi longtemps que on te donne le deadline et que tu ne respectes pas, par exemple, la méthodologie, je te garantis que tes résultats seront toujours biaisés. Raison pour laquelle, si un travail, on te donne un travail qui nécessite 5 heures du temps et que tu veux le faire en 2 heures du temps, ça ne sera pas évident. Pourquoi? Parce que tu vas pas retrouver ce qui est vraiment utile, sinon retrouver le maximum des preuves pour pouvoir trouver ton attaque. Voilà pourquoi il est toujours important de suivre une méthodologie pour ne pas se perdre. Quelle que soit la pression, respecte la méthodologie. Il ne faut jamais présenter des résultats pour faire plaire à quelqu'un. Par contre, tu dois présenter des résultats et prouver qu'il y a eu réellement une attaque au niveau de votre système. Alors, dans la méthodologie, premièrement, nous avons l'identification qui consiste donc à recueillir le maximum d'informations en interrogeant donc les utilisateurs concernés par l'incident, les administrateurs réseau et système, les DSI et les RSSI, et puis j'en passe, et mieux orienter son analyse. Après, il y a le confinement. Le confinement consiste donc à limiter donc la propagation de l'attaque. Par exemple, nous pouvons tomber sur des malwares de type, par exemple, vers qui vont vouloir exploiter les vulnérabilités réseau afin de pouvoir infecter, donc infecter plutôt les systèmes ou bien les machines qui sont sur un autre VLAN, par exemple. Donc, dans ce cas de figure, le fait d'isoler ce VLAN-là permettra à ce que l'infection ne puisse pas arriver vers d'autres services. Ensuite, nous avons l'acquisition. Il faudrait savoir, lors de l'acquisition, il y a ce qu'on appelle par l'acquisition à froid et à chaud. L'acquisition à froid concerne donc le disque dur. L'acquisition à chaud concerne la RAM. L'acquisition à chaud se fait lorsque la machine est fonctionnelle et l'acquisition à froid, c'est lorsque la machine est déjà arrêtée. L'analyse des artefacts.
Une fois fait l'acquisition, l'objectif, c'est d'aller les analyser sur un environnement isolé. Généralement, je vais essayer un peu de rappeler l'acquisition. Il s'agit donc de faire la copie de la RAM et du disque dur. Sinon, on va parler du dump de la RAM et du disque dur ou bien de l'extraction de la RAM et du disque dur pour les analyser sur un environnement isolé, généralement appelé sandbox. Après, il y a maintenant partie analyse qui consiste à déterminer tous les artefacts. On entend par artefact ici les indicateurs de compromission. Un indicateur de compromission ici, c'est un élément qui prouve réellement l'existence d'une attaque ou bien un élément suspicieux inconnu qui est présent dans votre système. Voilà, c'est ça un indicateur de compromission. Ensuite, une fois effectué toutes ces étapes, ce qu'on va faire, c'est de faire donc un rapport qui détermine, répertorie tout ce que nous avons pu identifier et ensuite de faire des améliorations afin de pouvoir renforcer donc la sécurité de l'organisation. Et donc, nous avons fini avec la partie théorie. Je pense que c'est l'heure de passer donc à la partie démonstration où nous allons donc voir comment analyser donc la mémoire RAM. Alors, donc, passons à la partie pratique. Comme vous pouvez le constater, nous avons deux fichiers. Ce fichier-là, il s'agit donc de la RAM que nous avons capturé. Et l'autre fichier, il s'agit donc de l'utilitaire qu'on va utiliser pour analyser donc la RAM. Alors, il y a des outils pour faire l'acquisition de la mémoire RAM. Quand je parle déjà de l'acquisition, je fais référence donc à la copie ou bien à l'extraction de la RAM d'une machine infectée afin de pouvoir l'analyser sur un environnement isolé, qu'on appelle généralement des sandbox. En bas, nous avons l'utilitaire Volatility, sachant qu'il y a deux versions. Il y a donc la version 2 et la version 3. La version 2, c'est une version en ligne de commande. Et la version 3, c'est une version en interface graphique. Et donc, pour ceux qui veulent débuter leur carrière dans le domaine de l'investigation numérique, je vous recommande fortement d'utiliser d'abord la version 2. Pourquoi? Parce que c'est une version stable et ça vous permettra de déterminer, bien d'identifier toutes les commandes disponibles sur l'utilitaire Volatility, que ce soit 2 ou bien 3. Et je pense que ça vous donnera également les bases. C'est la raison pour laquelle, dans cette formation-là, nous allons donc voir comment travailler avec Volatility en version 2. La toute première des choses, je vais donc lancer l'invite de commande. Pour ce faire, je viens ici, je fais CMD, je tape sur Entrée. OK, donc je viens de lancer mon invite de commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter Volatility. Comment exécuter Volatility? Il faudra mettre le point anti-slash, je tape vol, je tabule pour l'autocomplétion, je mets le moins H. Le moins H ici, c'est pour obtenir l'aide sur toutes les commandes nécessaires qui peuvent être utilisées sur l'utilitaire Volatility. Voilà, je tape sur Entrée. Voilà, ça me permet donc d'obtenir l'aide des commandes possibles ou bien disponibles sur cette utilité. Donc, ici, là, nous avons la commande et de l'autre côté, nous avons donc la description. Donc, je vais nettoyer mon écran. Ensuite, je rappelle la commande. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais vouloir déterminer le profil de l'image. Qu'est-ce qu'on entend par le profil de l'image? Il s'agit donc de déterminer s'il s'agit donc d'une, du système d'exploitation Windows, s'il s'agit donc du Mac, bien du Linux. Pourquoi? Parce que c'est important de déterminer le profil. Pourquoi? Parce que Volatility saura comment parser, sinon comment analyser donc les données qui sont stockées sur cette image-là. Voilà pourquoi, quand on commence l'analyse, avant même tout, il faut d'abord déterminer le profil de l'image. Donc, pour ce faire, j'ai rappelé la commande. Volatility est toujours en mode exécution. Je mets le moins F. C'est pour spécifier donc le fichier sur lequel je veux faire une analyse ou bien déterminer son profil. Donc, il s'agit donc de la RAM que nous avons capturée. Donc, je mets donc serré moins infected.
Voilà, ça c'est la RAM que nous voulons déterminer réellement son profil. Donc, toi, en tant qu'investigateur, quand on te met une image à ta disposition, la toute première des choses, c'est de savoir, il s'agit donc de la RAM du quel système d'exploitation. Est-ce que c'est du Windows, du Mac ou bien du Linux? Pourquoi? Parce que nous avons également plusieurs versions. Si c'est du Windows, on peut avoir donc Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows Server et puis j'en passe. Sur Linux, nous avons donc du Debian, Ubuntu, Red Hat, et ça peut être en mode client tout comme serveur et du Mac, etc. Voilà, donc c'est toujours important de déterminer d'abord le profil de l'image en spécifiant donc le -f. Effectif, là, c'est pour lire dans le fichier là. Et donc, pour déterminer le profil de l'image, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de taper la commande image info. OK? Je tape sur entrée. Donc, Volatility va tourner jusqu'à ce que nous allons donc déterminer quel est donc le profil de cette image. Sinon, quel est donc le système d'exploitation de cette image-là. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ce sont donc les profils suggérés. Et donc, généralement, on utilise ça. Il s'agit donc de la RAM d'une machine Windows 7 avec son architecture 86. Voilà, donc je copie ça. Ce que je vais faire, c'est que je rappelle la commande. Donc, image info n'est plus utile pour moi. Ce que je fais, c'est que je tape le tiret, profil, je tape égal, je colle le profil. Ça veut dire que si j'ai spécifié à Volatility, que voilà, la RAM que je veux analyser, son profil, il s'agit donc du Windows 7 avec l'architecture x86. Donc, normalement, dans toute cette partie-là ne change plus. Durant toute l'analyse, on n'a plus besoin de changer cette partie. Donc, tout va se jouer de ce côté-ci, de l'autre côté ici. Donc, à nous maintenant d'utiliser des commandes que nous connaissons et que nous pouvons exploiter afin de pouvoir recueillir le maximum d'informations. Toi, en tant qu'investigateur numérique, quand tu as déjà obtenu donc le profil de l'image, ce que tu dois faire, c'est déjà de lister tous les processus en cours d'exécution sur le système pendant que tu faisais l'acquisition. Pourquoi? Parce que ce que nous devons savoir, c'est que chaque application ou chaque logiciel qui tourne sur un système d'exploitation fait ce qu'on appelle par un processus. Le, le système d'exploitation, il crée un processus afin de pouvoir identifier donc l'exécution de chaque application sur son système. Voilà pourquoi il est toujours important de déterminer d'abord les processus qui s'exécutent. Parce que le malware aussi, quand il s'exécute, à travers les processus qui sont créés, on peut identifier un comportement suspicieux. Donc, pour le faire, il faudrait taper la commande PS list. C'est une commande qui permet donc de lister tous les processus en cours d'exécution pendant qu'on était en train de faire l'acquisition de la RAM. Donc, je tape sur Entrée. Je laisse donc Volatility fonctionner. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le résultat, il est là. Nous avons donc les différentes colonnes que je vais essayer un peu d'expliquer. Ça, c'est l'offset. Voilà. L'offset ici, c'est ce qu'on appelle par l'espace mémoire, sinon l'espace virtuel d'un processus. En fait, c'est comme une variable qui contient toutes les bibliothèques nécessaires, sinon tous les programmes nécessaires pour le bon fonctionnement du processus. Je vais prendre juste un exemple. Si nous avons un processus, par exemple, Windows, ou comment dirais-je, Outlook, excusez-moi. Donc, nous avons un processus Outlook. Donc, Outlook doit avoir son espace mémoire. Et dans cet espace mémoire, cet espace va contenir toutes les bibliothèques, sinon tous les programmes nécessaires pour le bon fonctionnement de Outlook. Donc ça contient les informations indispensables pour le bon fonctionnement d'un processus concerné. Ça, c'est le nom du processus. Ça, c'est le PID. Le PID, c'est l'identifiant du processus sur un système.
Donc, chaque processus est identifié par un numéro. Ça, c'est le PPID, donc l'identifiant du processus parent. C'est-à-dire quel processus a donné naissance à un autre processus. Sans votre papa, on n'aurait jamais voir ses enfants. Voilà pourquoi donc les enfants dépendent exclusivement de leur père. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que on fait ça pour savoir quel processus a lancé un autre processus. Donc ça, c'est le processus fils, ça, c'est le processus parent. Après le thread, c'est l'unité d'exécution du processus sur le système. Donc, plus on a des threads, plus il y a plusieurs tâches qui sont exécutées par ce processus. Par exemple, quand on voit 79 ici, cela veut dire que le processus, ce système a lancé 79 tâches simultanément. Je prends juste un exemple. Chrome, par exemple, on peut avoir un processus Chrome qui, en même temps, est en train de télécharger donc les vidéos. En même temps, il est en train de regarder des vidéos YouTube. En même temps, il est en train, en train de faire quoi, je ne sais pas. Voilà. Donc, toutes ces tâches-là, c'est ce qu'on appelle par le thread, en fait. Ce sont les unités d'exécution. Après, le reste, ce sont les handles, les sessions et puis les timestamps. Voilà. Les timestamps ici, c'est pour déterminer donc l'heure à laquelle le processus a été lancé, la date, etc. Voilà, donc nous avons terminé avec un peu l'explication des différentes colonnes. Ce que nous allons voir donc, c'est quoi? C'est donc de regarder, est-ce qu'il y a des processus qui interpellent quand même notre conscience? Donc, en regardant, je vois déjà ce processus-là, il a quand même un nom bizarre. J'ai l'impression que son nom a été généré aléatoirement, ce qui n'est pas déjà normal. Ça peut attirer mon attention. Ce que je fais, c'est de prendre son PID, de prendre son numéro afin de le noter quelque part et mener une investigation pour comprendre pourquoi son apparition sur le système. Nous avons donc le WANA des cryptos, qui est aussi un processus bizarre, déjà commençons par arrobase, et donc même son nom, ça semble un peu bizarre. De mon côté, ça attire mon attention. OK? Donc, je note également son PID. Je finis cette étape-là. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de pouvoir lancer encore une autre commande qu'on appelle le PS-Tree. Le PS-Tree permet donc de hiérarchiser les processus sous forme d'arborescence, de voir les liens entre les processus, déterminer le processus parent et le processus fils, afin de pouvoir mieux se poser donc les hypothèses. Donc, je vais nettoyer mon écran. Je vais rappeler la commande. Au lieu de mettre PS list, je vais mettre PS Free. Je tape sur Entrée. OK. Voilà, j'ai le résultat. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Premièrement, il faut savoir que un processus symbolisé par le point, c'est un processus parent, et celui qui est symbolisé par le point, c'est un processus fils. OK? Donc, quand je descends tout en bas, je viens là où j'avais identifié les processus qui avaient des noms bizarres. Ce que je constate, c'est quoi? C'est que ce processus-là, c'est un processus parent de ce processus-là. OK? Donc, le processus-là, c'est un processus fils, c'est un processus fils de ce processus. Pour comprendre ça, c'est quoi? Je viens ici, regardez, je viens ici et je regarde en bas. Donc, lui, ça, c'est son processus 27,2. Et pour Wanad Decryptor, le 27,2 devient le processus parent. Ça veut dire que lui, il est le fils de celui-là. OK? C'est pas fini. Ce que je vais faire, c'est que, en remarquant également Explorer juste à côté, je vois que Explorer, il a le processus 14,6. Maintenant,
le processus qui a été généré aléatoirement, il a le processus parent 1456, qui est donc le processus d'Explorer. Qu'est-ce que nous pouvons conclure ici? Ce que nous pouvons conclure, c'est que il y a eu, puisque WANA Decryptor ici, c'est un processus, au fait, c'est un malware qui est connu, qui est apparu en 2017, si je ne me trompe pas. En fait, c'est un malware de type ransomware qui chiffre toutes les données qui sont présentes sur le système et vous demande une rançon. C'est un malware qui est connu. Il est connu beaucoup plus par le nom de WannaCry. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons dans ce processus-là, c'est un cheval de Troie. Pourquoi? Parce que un cheval de Troie, c'est un malware qui semble être légitime, mais qui cache un programme malveillant à l'intérieur. Et donc, une fois euh, pénétrer dans le système, donc une fois arrivé dans le système, il va laisser donc déposer sa charge utile afin de pouvoir s'exécuter sur le système. Donc, afin d'être inaperçu sur comment dire, être inaperçu contre tous les dispositifs de sécurité que vous avez mis en place. Donc, en essayant un peu de formuler les hypothèses, on peut voir que, donc, il y a eu infection depuis le navigateur. Ça peut être, par exemple, l'utilisateur a téléchargé les fichiers malveillants ou bien des pièces jointes, etc. Et ou bien il y a eu infection sur les sites. Et ensuite, il y a eu donc exécution, donc téléchargement ou bien exécution, une porte dérobée pour ce processus. Une fois pénétré dans le système, il a laissé donc la charge utile au WANA Decryptor qui a pu chiffrer donc toutes les données présentes sur le système et il a demandé une rançon. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que il se peut que lorsqu'on regarde les noms, on constate que tous les processus qui sont présents sont les processus légitimes. Mais malheureusement, on nous fait comprendre qu'il y a une attaque. Cela veut dire qu'il se peut qu'il y ait une injection de code malveillant dans un processus légitime. Alors, question est maintenant de savoir comment déterminer l'injection de code malveillant dans un processus légitime. OK? Pour cette vidéo, je pense que nous allons nous arrêter ici et on se dit à la prochaine.